psychotraumatique parce que dans le fond, c'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir. Mais vous voyez, il n'y a pas que le psychotrauma en psychiatrie, même si c'est très important, même si c'est mal étudié. Moi, personnellement, Diane vous a dit que j'étais psychiatre, je travaillais en médecine générale parce que je faisais de la psychosomatique et donc le matin, j'étais en psychiatrie à l'hôpital, l'après-midi, j'étais dans mon cabinet avec un médecin légiste qui restait mon ami d'ailleurs. Et c'est pour ça que quand l'Hôtel-Dieu est ouvert, il m'a dit « Prends ta casquette de psychiatre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont violées, qui passent dans le service, 40 000 par an quand même, hein, et elles n'ont pas l'air d'aller bien. » Eh bien, écoutez, à l'époque, j'étais tellement incompétent en psychotraumatologie que je ne voyais pas peut-être l'intérêt d'un psychiatre en médecine légale. Évidemment, si j'avais pas été en médecine légale, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler de psychotrauma, mais peut-être de psychosomatique, je ne sais pas quoi. Donc, le psychotrauma, c'est quelque chose d'important et je compte bien que Diane refasse ce diplôme universitaire de victimologie ou de psychotraumatologie. Alors, vous connaissez tous le modèle du stress, je vais le faire vite, un événement stressant. Par exemple, j'ai mon petit chien là, mais avant j'avais un chien qui était devenu à peu près sourd et complètement aveugle, il avait 19 ans. Il était dans son panier, moi je faisais ma consultation, il était là dans son panier, et quand je venais vers lui, il ne me voyait pas arriver. Quand je le prenais, il avait très peur, mais alors donc, ses amygdales cérébrales sécrétaient beaucoup d'adrénaline, de cortisol, au secours, au secours, au secours, au secours, mais dans les millisecondes qui suivaient, ça montait par l'hippocampe à son cerveau, et il disait « c'est mon maître, pas de problème », ça arrêtait l'émotion. Alors, vous avez là, par exemple, un film du Vietnam montré à une personne qui n'a pas été au Vietnam. Alors, vous voyez, ça s'allume énormément à l'arrière, là, je ne peux pas vous montrer, mais à l'arrière, on voit les amygdales, on voit le thalamus. Dans les millisecondes qui suivent, évidemment, c'est le cortex qui s'allume et le cortex éteint la réponse émotionnelle. Donc, voilà, c'est la réaction de stress. Quand c'est un psychotrauma, eh bien, quand c'est un psychotrauma, c'est la même chose. Il y a une réaction rapide qui va vers les amygdales. Les amygdales sécrètent énormément de cortisone, d'adrénaline et beaucoup d'autres choses. Et ça sécrète tellement qu'il va y avoir une dissociation entre le cerveau émotionnel et le cortex. Rien ne va arriver au cortex. Et c'est pour ça que les gens vont se retrouver comme le lapin dans les phares de l'automobile. Ils vont être hébétés, ils ne vont rien comprendre. Vous verrez que dans le protocole que va vous expliquer Emmanuel Aliwa, eh bien, on tient compte de ça. Donc, c'est la dissociation qui donne une anesthésie. Et voilà une image. Vont montrer le même film du Vietnam d'horreur à un vétéran du Vietnam. Et vous voyez, il y a une toute petite réaction en jaune derrière, une petite réaction émotionnelle. On peut parler d'une anesthésie émotionnelle. Et rien ne va arriver au cortex. Si bien que les gens, je vous dis, sont comme le lapin dans les phares d'une automobile. C'est une chose qui arrivera assez peu dans le Covid. Mais le DSM-5, le nouveau, a enfin admis qu'on pouvait être psychotraumatisé sans avoir été confronté à la mort, comme on le disait avant, surtout les militaires. Donc, ce n'est pas le même genre de traumatisme, mais ça donne les mêmes troubles. Alors, vous voyez la différence entre une personne qui n'a jamais été traumatisée à qui on montre un film d'horreur, là-haut, hein, il y a une grande, tout est en jaune, orange, le cerveau émotionnel, puis le cortex, et en bas, bah, rien, il n'y a que le cerveau émotionnel, et encore, le cerveau émotionnel est vraiment anesthésié. Et ça, c'est très, très, très important, très, très fondamental dans le traitement, la compréhension d'abord, et le traitement. Et on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de tout ça, évidemment. Alors, en neurophysiologie, vous voyez l'hippocampe, là, l'hippocampe, c'est la mémoire. Bon, je ne veux pas vous commenter ça, vous l'aurez sur le diaporama, ça serait un petit peu long et j'ai envie qu'on vous parle aussi du protocole 6C parce qu'il est très pratique. Alors, en psychotraumatologie, nous avons deux types de traumatismes. Nous avons les traumatismes de type 1. C'est des traumatismes uniques qui surviennent en général chez des personnes qui sont bien structurées. Et pour être bien structuré, eh bien, il faut avoir eu un attachement sécure
avec des parents qui vous ont aimé, qui ne vous ont pas massacré. Un traumatisme de type 1, vous voyez, ça donne un petit rond avec 3 couleurs. Et un traumatisme de type 2, eh bien, c'est quand les traumatismes ont été répétés. Alors, ce sont les enfants maltraités, ce sont les femmes maltraitées quotidiennement, et vous savez bien que le confinement aggrave les maltraitances et aggrave les violences faites aux femmes. En tout cas, en France, ça a été ça. Et moi qui connais le Maroc, je sais que ce sera la même chose, évidemment. Donc, et puis évidemment, les gens qui ont subi des maltraitances, c'est eux qui sont les plus menacés par la résurgence de troubles psychotraumatiques. Donc, s'il y avait beaucoup de psychologues parmi vous, de médecins, de psychiatres, etc., qui nous écoutent, il est complètement indispensable. Écoutez bien, après tout, je pourrais presque aller me coucher après vous avoir dit ça, mais à chaque nouveau patient, à chaque consultation, il faut rechercher des événements traumatiques, anciens ou récents, en posant la question à tous nos patients, avez-vous dans votre... Alors, vous voyez, quand vous recevez un patient, vous lui demandez pourquoi il vient vous voir. Bon, si vous êtes psy, après vous faites une biographie, et là, vous pouvez avoir des renseignements, surtout quand il y a une rupture biographique. Une rupture biographique, c'est quoi? La personne vous raconte son histoire et à un moment donné, tout part en vrille. Par exemple, une gamine qui était à l'école, qui allait bien, etc. Tout d'un coup, tac, elle ne va plus à l'école, il paraît qu'elle a une phobie scolaire, elle sort, elle a des copains, elle commence à se fumer, voire à se prostituer. C'est une rupture biographique, ce n'est pas normal. Et donc, on peut soupçonner très fort un événement traumatique, plusieurs événements traumatiques. Généralement des violences sexuelles. Eh bien, ces personnes-là, évidemment, toute leur vie, ils vont être dans la difficulté et le confinement et le Covid ne va pas les arranger. Cela, ça sera des consultations ensuite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un événement traumatique? Eh bien, un événement traumatique, quand je fais ce cours-là, j'interroge les gens. Là, je ne peux pas. Un événement traumatique, c'est un événement qui nous déstabilise. C'est un événement qu'on ne peut pas gérer. Avant, on disait que c'était un événement qui nous confronte à notre propre mort. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai que quand on est confronté à sa propre mort, c'est un événement traumatique. Mais par exemple, une victime d'inceste ou de violence intérieure de la famille, elle peut être manipulée, elle peut être sous emprise, elle peut même prendre le parti de son agresseur. Donc, vous voyez, elle n'a pas rencontré la mort. Et un jour, ça fera traumatisme pour X, Y, Z. Donc, un événement traumatique, c'est un événement inimaginable qu'on ne peut pas gérer. La réaction immédiate, vous l'avez vu, c'est la dissociation péritraumatique, c'est se retrouver comme le lapin dans les phares de l'automobile. Vous allez voir une échelle qui explique les troubles, ou beaucoup de détresse. Heureusement, en général, même après un viol, ces choses s'arrangent dans 60-70% des cas. Et il y a des troubles de stress post-traumatique différés qui surviennent 6 mois plus tard. Et on en aura peut-être, on a peut-être des gens qui, après le confinement, iront bien, même un petit peu d'euphorie, et qui présenteront ces troubles dans quelques temps. Il faut le savoir. Alors, qu'est-ce qui peut prédire, quand on subit un événement traumatique, que l'on risque de présenter, maintenant on appelle ça un trouble de stress post-traumatique, TSPT. Alors, d'abord, les femmes. Les femmes sont plus sujettes à présenter des troubles psychotraumatiques que les hommes. 2 fois plus. J'y reviens, mais c'est toujours la même chose, des événements de vie antérieurs traumatisants. Des antécédents de violence, des événements traumatiques interpersonnels. Et là, évidemment, le confinement va entraîner plein de problèmes familiaux, plein de violences des hommes envers les femmes. L'inverse peut être vrai aussi, mais enfin, en général, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Et puis, les enfants qui n'ont plus aucun échappatoire. S'ils sont face à des parents violents, que ce soit un père ou une mère, ils sont confinés. Et évidemment, le confinement, ça entraîne de l'irritation, vous avez vu, etc. Et les enfants, ils peuvent vraiment, vraiment souffrir de ça. Plus on se dissocie, et ça a été étudié énormément, et vous le verrez dans le protocole tout à l'heure, plus on se dissocie
sous l'impact d'un événement traumatique, plus on risque de présenter des troubles et plus on a de la détresse, c'est-à-dire les réactions de stress, etc., le cœur qui bat vite, etc., plus on risque de présenter un trouble de stress post-traumatique. Ça, ce sont les prédicteurs importants que l'on doit connaître, par exemple, quand on répond au téléphone. Quand on répond au téléphone, à une plateforme téléphonique, vous verrez que c'est une façon d'essayer de prévenir les troubles. Il faut connaître les facteurs prédicteurs. Les facteurs protecteurs, c'est quand on est préparé. Le coping, c'est quand on sait faire face à des situations. Mais il y a aussi des facteurs de résilience personnels, familiaux ou communautaires. Je vous rappelle, la résilience, ça dépend de la qualité des liens sociaux. Plus on favorise les liens sociaux, mieux on rebondit dans les situations difficiles. C'est fondamental. Il n'y a pas des personnes résilientes, ça n'existe pas. Bon, si, bien sûr, quand on a le sens de l'humour, etc., il y a quelques facteurs individuels de résilience, mais l'essentiel, c'est avoir du lien social. Protection. Un thérapeute, c'est un facteur de résilience. Des parents soutenants, des amis, c'est des facteurs de résilience, etc. Et on n'arrête pas de vous dire, on ne doit pas rester seul, on doit communiquer. Voilà. Alors, un questionnaire de dissociation péritraumatique, c'est-à-dire au moment de l'impact traumatique. Par exemple, si on vous apprend subitement par téléphone que quelqu'un de votre famille vient d'être hospitalisé en réanimation et qu'il est décédé, eh bien ça, c'est un événement traumatique qui est vraiment, vraiment de type 1. Et là, la personne peut perdre complètement le fil de ce qui se passait. Donc, elle se retrouve sous pilote automatique. Ou alors les choses, elle ne veut pas y croire, c'est complètement irréel. Elle est comme dans un rêve au cinéma, elle joue un rôle. Ou alors elle est le spectateur de ce qui se passe, elle n'est plus là. Ou alors elle est le lapin dans les phares de l'automobile. C'est ça les troubles péritraumatiques de dissociation qui sont prédictifs de troubles psychotraumatiques ultérieurs. Alors, c'est quoi le trouble de stress post-traumatique? Alors, la définition a changé grâce au DSM-5 très, très récemment. Et moi, je suis très, très satisfait de la nouvelle définition. Parce que la nouvelle définition, vous le verrez, elle ne dit pas qu'il faut être forcément confronté à un événement qui nous confronte à notre propre mort. Pas du tout. Je vous rappelle l'inceste, 4 millions de victimes de l'inceste en France. La plupart n'ont pas vu la mort en face. Pas du tout. Surtout quand ça s'est passé avec des manipulations, comme je vous l'ai dit. Donc, le trouble principal, vous voyez, je vous ai mis un magnétophone et sa télécommande, eh bien, au moment où on vit cette chose-là, les choses s'inscrivent dans le cerveau émotionnel et le cerveau devient une sorte de magnétoscope qui se déclenche un petit peu n'importe comment, n'importe quand. Et donc, les gens ont des intrusions, ils ont des images, des pensées, des odeurs, des choses qui les remettent dans la situation traumatique. Donc, c'est très, 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 très compliqué de revivre ça avec un grand réalisme. Alors, c'est tellement compliqué que les gens, ils ont un réflexe très mauvais, mais tout à fait naturel. Ils essayent d'éviter. Ils évitent quoi? Ils n'écoutent plus la télé parce qu'on parle que de ça. Ils ne veulent plus sortir. Ils se confinent. Il y en a même qui ne veulent pas aller dormir parce qu'ils ont peur des cauchemars qui sont des intrusions. Les cauchemars, ça fait revivre ce qu'on a vécu. Donc, rappelez-vous, magnétoscope et télécommande. Le magnétoscope se déclenche des images, des pensées, des émotions, des odeurs, des cauchemars, et on essaye d'appuyer sur le stop, on essaye de zapper, mais on n'y arrive pas. C'est ça le trouble de stress post-traumatique. Intrusion, évitement. Et puis, évidemment, on est sur le qui-vive, nerveux, et puis on peut se dissocier, c'est nouveau, et on peut avoir des troubles de l'humeur, c'est nouveau, c'est le DSM-5. Un trouble extrêmement important et que l'on retrouve dans le confinement, c'est la colère. La colère. Et cette colère est souvent mal dirigée. Alors, on a vu qu'elle peut se diriger contre sa femme ou son mari, ça donne de la violence conjugale. Elle peut être dirigée contre les enfants, ça donne des maltraitances, ça aggrave des maltraitances. Mais ça peut être dirigé vers un bouc émissaire, un responsable. Et alors là, les réseaux sociaux et le complotisme, vraiment, c'est fait pour augmenter cette colère et mal la diriger.
il faudrait au contraire la diriger vers des choses utiles. Choses utiles, c'est quoi? Quelqu'un qui me téléphone, c'est incroyable. Diriger vers des choses utiles, c'est-à-dire, écoutez, allez voir au centre de psychotrauma de Casablanca, on va vous soigner, hein, plutôt que de vous mettre… Bon, voilà. Et puis cette colère se retourne contre soi-même. Et la colère qui se retourne contre soi-même, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la culpabilité. Les gens qui tombent malades, souvent ils disent c'est de ta faute, j'aurais dû faire attention, j'aurais pas dû sortir, j'aurais pas dû embrasser, j'aurais dû mettre un masque, etc., etc. En général, les victimes, toutes les victimes de psychotrauma, même les victimes de viol, estiment que c'est de leur faute, qu'elles auraient pu mieux faire, qu'elles auraient pu se défendre, que je ne sais pas quoi, que je ne sais pas quoi. Cette culpabilité, métaphoriquement, c'est de la colère dirigée contre soi-même. Que nous, on peut exploiter en disant, vous n'allez pas… Voilà, vous avez été victime du Covid ou du confinement, vous n'allez pas maintenant poursuivre toute seule ou tout seul l'œuvre commencée par ce Covid, vous allez réagir. Hein. La colère, ça doit servir pour qu'on aille mieux, au moins pour consulter. Et cette colère peut tellement se retourner contre soi-même qu'on peut faire des tas de troubles anxieux, qu'on peut faire des troubles addictifs, parce que le shit, l'alcool et compagnie, ça permet de gérer le stress. Hein. C'est un très mauvais médicament, mais c'est de l'auto. Hein. Et puis, des troubles somatoformes, c'est-à-dire des troubles physiques, ulcères, machin, etc. Alors, je vous donne un questionnaire qui n'est même pas l'IESR que je vous ai dit tout à l'heure, dont se sont servis les Chinois pour voir s'il y avait du psychotrauma. C'est celui d'avant, mais je l'aime bien. Parce que… Alors, c'est un questionnaire que vous pouvez facilement passer, très facile à côté, on fait l'addition et on voit, etc. Mais vous voyez, les troubles, c'est des intrusions et des évitements. J'y ai pensé même quand je ne voulais pas, donc une intrusion de pensée. J'ai évité de me laisser emporter par la colère quand quelque chose ou quelqu'un me l'a rappelé, c'est-à-dire appuyer sur le bouton du magnétoscope. Éviter. La colère, un évitement. Des images ou des pensées m'ont réveillé ou m'ont empêché de dormir. J'ai fait des cauchemars. Je suis resté à l'écart de ce qui me le rappelait. Je vois des gens actuellement. Écoutez, ce matin, j'avais rendez-vous normalement avec un comptable pour une association. La comptable ne voulait pas sortir de chez elle. Pourtant, maintenant, en France, le risque est beaucoup amoindri, etc. Masque, elle ne veut pas sortir de chez elle. J'essayais de ne pas en parler. Beaucoup de choses ont continué à m'y faire penser. Voilà. Vous voyez, ce sont les troubles psychotraumatiques. C'est essentiellement des intrusions de pensées, d'images, de cauchemars, etc. et des évitements. Et puis, évidemment, très, très, très important, dans le psychotrauma, on ne voit plus le monde comme il était auparavant. Moi, auparavant, je sortais à Casablanca en pleine nuit, je n'avais pas peur, etc. Et depuis, alors là, c'est le Covid, mais c'est pour vous donner un exemple plus facile à comprendre, mais depuis que j'ai été agressé pour qu'on me pique mon portefeuille, et ben Casablanca, pour moi, est devenu l'endroit le plus dangereux du monde. Tout est injuste, je ne peux plus me contrôler, c'est épouvantable. Et puis maintenant, il n'y a que des bandits à Casablanca. Là, il y en a un certain nombre comme partout, mais enfin, tout le monde n'est pas un bandit à Casablanca. Mais quand vous avez été psychotraumatisé, vous voyez des bandits partout, des violeurs partout, du Covid partout, des microbes partout. Je me sens coupable. Vous avez vu, je vous ai expliqué, on se sent toujours coupable quand on subit des choses comme ça, et vulnérable, et je n'ai plus de futur, je suis pris dans cette histoire de Covid, dans cette histoire d'agression, de viol, de catastrophe. Voilà. Donc, je suis vraiment coincé et il va falloir que quelqu'un m'aide à repartir de l'avant. Alors, le DSM-5. Pour présenter un trouble de stress post-traumatique, il faut avoir été confronté à un événement traumatique de manière répétée ou pas, parfois de manière répétée à des récits sordides, etc., sans qu'on ait nécessairement ressenti un sentiment intense d'impuissance ou d'horreur. Et ça, c'est fondamental. Le critère B, on l'a vu, c'est des intrusions, des évitements, c'est le critère C. Ce qui est nouveau, c'est des troubles de l'humeur. Avant, on ne disait pas ça. On parle aussi maintenant de troubles dissociatifs qui peuvent durer, des comportements à risque ou irréfléchis, et c'est vrai.
Et ça, c'est vraiment plutôt dans mon expérience clinique et dans celle de Widiane, parce que Widiane, je la connais depuis très très longtemps. Elle a été ma stagiaire pendant je ne sais combien de temps. Elle a fait une thèse très remarquée à Paris 8 sur la différence entre les femmes maghrébines qui subissent des violences conjugales et les femmes européennes. Très intéressant. En plus, après, elle a travaillé chez nous à l'Institut de victimologie pendant très très longtemps. Et elle a ouvert cet institut-là de victimologie à Casablanca. C'était une urgence absolue. Bravo, Widiane. Voilà ce qu'est le trouble de stress. Aussi grâce à vous, hein, grâce à l'équipe aussi, grâce à vous et grâce à toute l'équipe de l'Institut de victimologie de Paris. On travaille tous ensemble, Widiane. C'était une bonne collaboration. Hein. Voilà. Alors, il y a merci pour tous ces éloges. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a aussi des troubles comorbides. Alors, pour ceux qui ne sont pas psychologues ou psychiatres, le trouble spécifique, c'est le trouble de stress post-traumatique, intrusion, évitement. Mais il y a d'autres troubles. Alors, les états dépressifs, maintenant, font partie du tableau, mais pas à l'époque où Kessler a fait cette étude. Mais je vous l'ai dit, le trouble de stress post-traumatique, après un événement traumatique, ça atteint à peu près 30% des personnes. Eh bien, et plus les femmes que les hommes. L'état dépressif, c'est 50-50. Il va y avoir beaucoup d'états dépressifs au Maroc, comme partout, à cause du confinement et du Covid. Et encore plus chez les soignants. De l'anxiété, de la panique, de l'agoraphobie. Des troubles comorbides. Alors, les enfants. Eh bien, les enfants, eux aussi, le Covid, ça ne va pas leur faire du bien, même s'ils n'ont pas été maltraités par leurs parents. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que pendant très longtemps, on a pensé que les enfants ne pouvaient pas avoir de troubles psychotraumatiques, ce qu'on appelait dans le temps la névrose traumatique. Pourquoi ? Parce que tout le monde était psychanalyste. En France, c'était le seul référentiel. Moi, quand j'ai fait mes études, j'étais dans la psychanalyse, bien sûr. Je le suis beaucoup moins, en tout cas, en ce qui concerne le psychotrauma. On considérait qu'on ne pouvait pas avoir une névrose traumatique quand on était petit, parce que la névrose, ça survient après le complexe d'Édipe, longtemps après. Là, on est en plein complexe d'Édipe. Donc, les psychiatres, les psychologues, Anna Freud et Complacki disaient la névrose traumatique, ça n'existe pas chez les enfants. Or, ça existe chez les enfants. On s'en est rendu compte. Je pourrais vous expliquer, on fera peut-être un webinaire là-dessus, c'est important. Et alors, le critère A, c'est qu'il faut avoir, comme l'adulte, été confronté à un événement traumatique, avoir été témoin d'un tel événement, et là, il y a marqué excluant une exposition médiatique, mais excusez-moi, les enfants qui ont passé leur vie devant la télévision, entendre parler d'horreur, etc., sans des parents pour les aider à comprendre ce qui se passait, à mon avis, ils vont présenter des troubles psychotraumatiques. Et alors, les enfants, ils expriment les intrusions, non pas comme les adultes avec des pensées qui reviennent, des images, des cauchemars, etc., mais par le jeu. Et ils remettent littéralement en acte ce qu'ils ont subi. Donc à l'école, vous allez voir, ils vont jouer au confinement, des choses comme ça. C'est tout à fait évident. Et la différence qu'il y a entre un jeu normal, eh bien, quand vos enfants, si vous en avez, jouent, ils y prennent du plaisir, ils font comme si, ça leur apprend à ne pas faire. C'est par le jeu qu'on apprend à faire comme si et pas à faire comme. Les enfants qui n'ont jamais joué dans leur vie, ben, ils passent à l'acte parce qu'ils ne savent pas faire comme si. Hein. Et les jeux traumatiques, c'est des jeux sans plaisir. On ne fait que répéter ce que l'on a subi. Il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir des troubles, vous savez, d'hyperactivité, déficit de l'attention. Ça va être terrible et on va les soigner bêtement pour TADA alors qu'ils sont psychotraumatisés. Les enfants, les cauchemars, parfois c'est difficile de les relier aux événements traumatiques, mais ils font des cauchemars. Et ce qui est très important de savoir, c'est que le trouble de stress post-traumatique chez l'enfant, donc il y en a un pour les enfants de moins de 6 ans dans le DSM-5, il est dépendant de l'attitude contenante des parents et du style d'attachement antérieur qu'ils avaient. Donc s'ils ont des bons parents
qui savent les contenir, qui ne s'écroulent pas, eh bien, ils seront à peu près protégés, ou en tout cas, pour eux, ce sont des facteurs de résilience importants. Des facteurs, vous voyez bien, c'est la situation, ce n'est pas eux, c'est le facteur. Les parents sont là, ils ne leur cèdent pas tout, ils restent contenants, raisonnables, ils ne leur mentent pas, mais ils restent raisonnables et ils ne font pas, ouais, ils ne pètent pas les plombs, je suis inquiet, etc. Dans ce cas-là, l'enfant, ça va être terrible. Bien. Donc, on va terminer, parce que c'est très bien ce que je vous ai dit, mais il va falloir maintenant les aider, ces gens-là. Les gens psychotraumatisés en général et les gens qui ont été confinés, qui ont eu peur, etc. etc. Alors, une victime… Alors Gérard, je vous… Oui. Encore 10 minutes. Oui, c'est bon, 10 minutes. Bon. Vous avez encore 10 minutes. Hein. Oui, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour aider une victime? Eh bien, aider une victime, ça passe par 3 choses importantes. La reconnaissance. Alors, il faut déjà que la personne reconnaisse qu'elle a subi des choses difficiles, qu'elle a du mal à supporter. Et ça, ce n'est pas toujours évident. D'abord, il y a l'évitement, donc on ne veut pas y penser, on ne veut pas en parler. Ensuite, les hommes, par exemple, c'est tous des Tarzans, donc ils n'ont pas peur. Donc, ça passe par la reconnaissance personnelle, mais ensuite, ça doit passer par la reconnaissance des soignants, et puis ça doit passer par la reconnaissance des soignants. Dans le Covid, ce sera les soignants. Il faut évidemment les soigner, ceux qui en auront besoin. Vous verrez qu'il faut intervenir le plus tôt possible. Emmanuel va vous en parler. Et il faut probablement des centres spécialisés, comme celui de Casablanca. Pourquoi? Parce que en France et au Maroc, on n'est pas encore très bien formé au psychotrauma. Donc, reconnaissance personnelle, reconnaissance des soignants et des soins pour ceux qui en auront besoin. Ensuite, il y a évidemment une prévention plus générale qui est l'évolution des lois, donc aider ces gens-là, etc. Ça dépend des pays, ne rentrons pas là-dedans. On ne peut pas soigner un psychotraumatisé tout seul. On ne peut soigner un psychotraumatisé qu'en travaillant dans un réseau avec des associations, avec évidemment des soignants, avec éventuellement la police, etc., etc. Je connais le Maroc, je sais qu'il y a un réseau associatif très, très important, très intéressant, qui peut faire le travail qu'un thérapeute ne pourra pas faire. On ne peut que travailler en réseau. Les traitements. Eh bien, dans un premier temps, ce sont en général des plateformes téléphoniques. Je vous ai dit, la Tunisie, c'est un exemple. C'est dommage qu'Anissa Bouaskar ne s'est pas inscrite parce que je lui aurais cédé la parole. Parce qu'Anissa, avec sa cellule d'accompagnement psychologique, elle a vu qu'ils ont eu 40 000 téléphones, des étudiants qui étaient volontaires pour répondre au téléphone, qui avaient été formés, etc., qui ont trouvé des places dans des consultations. La prescription d'antidépresseurs est très importante, surtout pour les déprimés, mais aussi pour les gens qui ont beaucoup de pensées répétitives. Puis des thérapies brèves. Thérapies brèves que l'on fait, je suppose, au centre du psychotrauma de Casablanca. Voilà. Et dans l'intervention immédiate, c'est le protocole 6C.